Ici, la voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide avec vous, ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui, en ce lundi 29 juin 2020, à la une de l'actualité ce soir. En République démocratique du Congo, le chef du gouvernement condamne la brève arrestation du ministre de la Justice au lendemain d'un incident au Conseil des ministres. Sylvestre Ilunga demande au chef de l'État Félix Tshisekedi d'entamer une action disciplinaire envers les magistrats qui ont pris part à cette interpellation. Au Burundi, le premier gouvernement du nouveau chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, est connu, un cabinet composé de personnalités considérées comme des tenants de la ligne dure au sein du régime de Bujumbura. Aux États-Unis, le livre très critique rédigé par John Bolton continue de faire des vagues, en particulier la partie consacrée à la période durant laquelle il fut le conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump. La Maison-Blanche dénonce un ouvrage rempli de mensonges et truffé d'informations classifiées. En République démocratique du Congo, le Premier ministre interpelle le chef de l'État, d'ordinaire très discret. Sylvestre Ilunga fait part de son indignation au président Félix Tshisekedi après la brève arrestation qualifiée d'arbitraire du ministre de la Justice samedi soir. Nouvelle crise au sein de la coalition au pouvoir. Le point avec Zili Dikou. Suite à sa brève arrestation samedi, le garde des Sceaux congolais Célestin Tunda Kasende a été libéré après avoir été entendu pendant quelques heures au parquet général. Le secrétaire général du PPRD, Emmanuel Ramazani, a immédiatement dénoncé un vice de procédure. On doit avoir l'aval de l'Assemblée nationale avant de poursuivre un membre du gouvernement. Ce que nous avons constaté aujourd'hui, c'est la naissance de la dictature. L'arrestation est intervenue au lendemain d'un incident au Conseil des ministres. Le ministre de la Justice, membre du Front commun pour le Congo pro-Kabila, aurait provoqué la colère du président Tshisekedi au sujet de 3 propositions de loi concernant le statut des magistrats. Peu après sa libération, le ministre s'est exprimé devant ses partisans exaltés. Il n'y a aucune fois où dans le gouvernement ici au Congo, on a discuté des observations sur les propositions de loi. Les propositions de loi sont l'apanage des députés. Comment pourrions-nous en discuter au sein du gouvernement? Les observations reviennent au ministre de la Justice. La version des faits avancée par les partisans du ministre a été démentie par la présidence qui a indiqué que M. Tshisekedi participait à une visioconférence avec d'autres chefs d'État pendant l'incident. L'arrestation du ministre a galvanisé les supporters de M. Kabila qui sont venus devant le parquet soutenir le garde des Sceaux. Notre camarade Tunda Kasende, qui est le vice-premier ministre de la Justice, est interpellé et puis il est amené ici en désordre. Donc on est là pour attendre tout ce qui va sortir là-bas. L'arrestation du ministre de la Justice parachève une semaine de tension qui intervient quelques jours après la condamnation sans précédent d'une figure centrale de la vie politique congolaise, Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée, directeur de cabinet et allié du président Tshisekedi, à 20 ans d'emprisonnement pour corruption. Le Burundi a un nouveau gouvernement, le premier du président Evariste Ndayishimiye, lui-même élu en mai dernier, qui a pris le pouvoir plus tôt que prévu après la mort subite de Pierre Nkurunziza le 8 juin dernier. Pour les observateurs, les tenants de la ligne dure au sein du régime burundais dominent ce cabinet ministériel, douchant les timides espoirs d'une éventuelle ouverture du pays. Arzuma Compaoré pour les détails. La nomination le 23 juin du plus haut gradé de la police, Alain-Guillaume Bunyoni, au poste de Premier ministre du Burundi avait déjà suggéré qu'il n'y aurait pas d'inflexion et que c'était bien la continuité qui prévaudrait. Considéré comme le véritable numéro 2 du régime depuis la crise politique de 2015, M. Bunyoni est aussi le chef de file des durs parmi le groupe de généraux qui contrôle le pouvoir burundais.
Le commissaire de police-chef Gervais Ndirakobuka, qui dirigeait jusqu'à présent le très redouté service national du renseignement, a été nommé ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Par ailleurs, l'ambassadeur Albert Shingiro, représentant permanent du Burundi auprès des Nations Unies depuis 5 ans, est considéré comme le principal visage diplomatique du pouvoir burundais, est devenu le nouveau ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement. Seulement 5 ministres ont gardé leur poste ou changé de poste. Parmi eux, celui des Finances et du Budget, Domitien Ndihokubwayo, et celui de la Santé publique et de la lutte contre le sida, le docteur Tade Ndikumana, accusé d'avoir minimisé la pandémie de Covid-19 au Burundi. Et pour la première fois dans l'histoire de ce pays, un membre de la communauté des Toits, Madame Imel Sabushimike, a fait son entrée au gouvernement comme ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de l'homme et du genre. Samedi dernier, des milliers de Burundais s'étaient rassemblés dans la capitale administrative, Gitega, pour les funérailles de l'ancien président Pierre Nkurunziza, mort d'un arrêt cardiaque selon le gouvernement au début du mois de juin. Nkurunziza était un bouclier qui protégeait l'honneur et la stabilité du pays. Il était l'exemple d'un bon leader qui regardait toujours où il menait son pays. Bref, il était un ami proche du Burundi. Perdre quelqu'un en si peu de temps, perdre quelqu'un avec qui tu aimerais encore vivre, ce n'est pas facile. Alors je remercie la famille, je suis ici pour représenter la famille. Je remercie Dieu de nous avoir donné la force de tenir jusqu'à ce moment. La candidature en avril 2015 à un 3e mandat controversé du président Pierre Nkurunziza avait plongé le Burundi dans une crise politique majeure qui a fait au moins 1200 morts et poussé à l'exil quelques 400 000 Burundais. Nouveau gouvernement au Malawi également. Le président Lazarus Chakwera a nommé ce lundi, dès le lendemain de sa prestation de serment, une première série de ministres de son cabinet, dont celui en charge du portefeuille des finances, Félix Mlusu, jusque-là patron de la principale compagnie d'assurance du pays. Il a également nommé son vice-président, Solos Chilima, ministre en charge de la planification économique et du développement. Lazarus Chakwera, qui a fait campagne en dénonçant l'échec économique et la corruption du régime de son prédécesseur, Peter Mutharika, a appelé à l'unité du pays. Le coronavirus dans le monde, en Afrique d'abord, le gouvernement congolais a levé ce lundi les barrières à l'entrée du centre politico-économique de Kinshasa, isolé du reste de la capitale depuis le 6 avril dernier, alors que la maladie de Covid-19 continue sa progression. La planète, confrontée depuis décembre dernier à la pandémie, a franchi 2 seuils symboliques, plus d'un demi-million de morts et 10 millions de cas. La Chine croyait en avoir fini avec la maladie de Covid-19, née à la fin de l'année dernière à Wuhan, mais le coronavirus a redémarré mi-juin à Pékin au point que les autorités ont dû se résoudre à fermer les écoles et à confiner plusieurs milliers de personnes dans les zones résidentielles jugées à risque. La pandémie continue de faire des ravages aux États-Unis. C'est le pays le plus touché dans le monde avec plus de 2,5 millions de cas. On compte près de 126 000 morts. Bien que le nombre de décès quotidiens ait légèrement diminué en juin par rapport au mois précédent, la contagion progresse dans 30 des 50 États américains, notamment dans les plus grands et les plus peuplés du pays, la Californie, le Texas et la Floride. Certains ont dû faire une pause dans le processus de déconfinement. Ainsi, le gouverneur de la Californie a ordonné hier la fermeture des bars de Los Angeles et de 6 autres comtés de cet État qui connaît un rebond de la pandémie. De plus en plus de voix, notamment parmi les républicains, s'élèvent pour que le président américain lui-même porte un masque afin de donner l'exemple. Donald Trump n'est jamais apparu masqué en public. Restons en Amérique. La Chambre des représentants et le Sénat du Mississippi
ont voté hier le retrait d'un symbole confédéré du drapeau de cet État américain qui est le dernier à conserver ce rappel de la période de l'esclavage. La décision intervient alors qu'une vague de manifestations antiracistes à travers les États-Unis a ravivé la polémique sur la persistance de symboles évoquant l'esclavage. Les parlementaires du Mississippi ont décidé qu'un nouveau drapeau ne comportant plus l'étendard de la Confédération devrait être adopté. Wanda Lloyd est rédactrice en chef à la retraite, ancienne professeure agrégée et ancienne présidente du département de journalisme de la Savannah State University en Géorgie. Dans son livre Coming Full Circle, From Jim Crow to Journalism, elle aborde la question raciale dans les médias et d'autres préjugés qu'elle a rencontrés au cours de sa carrière, ayant été le plus souvent la seule femme noire en salle de rédaction. Je vous propose un extrait de l'interview réalisée par Arzuma Compaoré. Quand j'ai commencé au début des années 70, je ne pensais pas vraiment que nous en parlerions encore aujourd'hui en termes de journalisme et de racisme. Vous savez, les choses que j'ai vécues sous la période Jim Crow, le fait qu'on vous dise où vous pouvez aller à l'école, quel genre d'emploi vous pouvez avoir, dans quel quartier vous pouvez vivre, la façon dont nous étions traités lorsque nous allions dans des magasins et d'autres endroits, ou même pouvoir aller dans des bibliothèques inclusives, vous savez, je pensais vraiment que ça allait changer. Dans une certaine mesure, cela a vraiment changé en termes de loi. Mais en termes d'attitude, malheureusement, nous rencontrons toujours des gens dont les attitudes sont restées les mêmes. Alors que je suis devenue une femme et une jeune mère, je n'ai jamais pensé que ma propre fille, par exemple, connaîtrait les mêmes types de haine et d'agressivité que j'ai connus lorsque j'étais jeune. Et pourtant, c'est pareil. Nous savons que le rapport de la commission Kerner de 1968 a déterminé qu'il y avait deux sociétés en Amérique, une noire et une blanche, et que les médias en étaient largement responsables parce que les médias n'avaient pas raconté la véritable histoire de ce pays. Et que les noirs, on nous appelait probablement des nègres à l'époque, ne bénéficiaient pas de l'égalité des chances en matière d'éducation, de formation professionnelle, de vie dans des communautés qui n'étaient pas, vous savez, des ghettos ou des bidonvilles, mais plutôt des endroits où nous voulions vivre. Et nous pensions vraiment que des journaux et les chaînes de télévision plus diversifiées y contribueraient. Mais cela n'a pas été le cas, parce que les agences de presse n'ont vraiment pas fait d'efforts et n'ont pas rendu leur propre organisation inclusive, de sorte que cela fasse une différence. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'entretien sur voaafrique.com. Ailleurs, dans l'actualité cinglante, critique de l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton à l'encontre du président Donald Trump. Dans une interview accordée à la VOA, John Bolton présente le chef de l'exécutif américain comme un leader erratique prêt à saper la sécurité américaine pour améliorer ses chances de réélection en novembre prochain. À son tour, la Maison-Blanche accuse Bolton de n'être qu'un menteur, un traître ayant divulgué des informations classifiées. Brian Padden de la VOA revient sur cette affaire. Le récit est de Lionel Gaïma. Dans son livre The Room Where It Happened, la pièce où tout s'est passé, paru ce mois-ci, l'ancien conseiller à la sécurité nationale dresse un portrait peu flatteur du président des États-Unis. Il est dangereux, erratique et trop enclin à faire des concessions aux adversaires de l'Amérique en vue d'améliorer sa stature politique, a expliqué John Bolton dans un entretien avec Greta Van Susteren de la VOA. Il est constamment sur le point de succomber à la tentation de s'asseoir avec les ayatollahs, tout comme il voulait s'asseoir avec Kim Jong-un. Conseiller à la sécurité nationale du président Trump pendant 18 mois, Bolton est perçu par les diplomates et spécialistes en politique étrangère comme extrême et inflexible, notamment lorsqu'il plaide pour l'utilisation de la pression économique et militaire pour contrer les menaces à la sécurité nationale.
John Bolton s'est en grande partie trompé tout au long de sa carrière, en ce sens que nous voyons rarement les régimes extrémistes vraiment forcés dans un coin, contraints à capituler. Bolton a quitté la Maison-Blanche au mois de septembre après s'être opposé à différentes décisions du président Trump, notamment celle de rencontrer le leader nord-coréen Kim Jong-un, de conclure un accord de paix avec les talibans en Afghanistan ou d'annuler à la dernière minute des frappes militaires décidées contre l'Iran pour avoir abattu un drone américain de surveillance. L'ancien conseiller à la sécurité nationale appuiera plus tard l'ordre du président Trump de lancer l'attaque par drone ayant tué un important général iranien en Irak. Ce raid avait été décidé après que quelques groupes liés à l'Iran eurent tué un contractuel américain en Irak. Dans son mémoire controversé, La pièce où tout s'est passé, John Bolton accuse le président Donald Trump de compromettre la sécurité nationale pour son bénéfice politique. Il soutient que le chef de l'exécutif américain a explicitement demandé au président chinois Xi Jinping d'acheter des produits agricoles américains pour l'aider à se faire réélire. Toujours selon Bolton, le président Trump a exprimé son appui au projet de son homologue chinois de construire des camps de détention pour plus d'1 million de musulmans ouïghours. Concernant les chefs d'accusation au cœur de la procédure d'impeachment contre Donald Trump, l'ancien conseiller de la sécurité nationale affirme que le président des États-Unis a indûment bloqué l'aide militaire à l'Ukraine dans le dessein d'obtenir de ce pays des informations nuisibles à ses rivaux du Parti démocrate. L'attention accordée à l'Ukraine visait uniquement à nuire aux adversaires politiques de Trump, Hillary Clinton et Joe Biden. Cela n'avait rien à voir avec la question de la corruption. John Bolton avait refusé de témoigner durant la procédure d'impeachment, faisant savoir qu'il ne ferait que sous la contrainte d'un mandat judiciaire, une position qu'il défend aujourd'hui en disant que la procédure était devenue trop partisane. À la fin, le Sénat dominé par les républicains avait acquitté Donald Trump. Le président Trump n'a pas mâché ses mots concernant le livre de John Bolton, une compilation de mensonges et d'histoires fabriquées, a-t-il dit tout en accusant son ancien collaborateur d'avoir divulgué des informations classifiées. Abondant dans le même sens, le secrétaire d'État Mike Pompeo a dit de John Bolton que c'est un traître qui, selon lui, a violé la confiance sacrée placée en lui par le peuple américain. Nous sommes en direct et en télétravail. N'allez nulle part ailleurs. Le Monde aujourd'hui revient après quelques petits instants. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Retour ce soir sur cette tragédie qui a coûté la vie à 12 détenus au Burkina Faso. C'était le 12 mai dernier dans la gendarmerie de Tanwal-Bougou. Ils étaient 25 à avoir été interpellés dans un marché local pour suspicion de terrorisme. La semaine dernière, la Commission burkinabé des droits de l'homme a affirmé, après enquête, que ces suspects avaient été torturés. Ce week-end, VOA Afrique a rencontré des rescapés de ce drame. Ils ont été libérés début juin et aucune charge n'a été retenue contre eux. Leur version des faits au micro de notre correspondant Lamine Traoré. Abdul Salam Diallo, Bourema Diallo, Abdul Salam Bari et Boukari Diko, tous agriculteurs peu les résidents dans la localité de Tanwal-Bougou, faisaient partie des villageois arrêtés le 11 mai dernier par la gendarmerie de Tanwal-Bougou. La même nuit, 12 d'entre eux sont morts dans leur cellule.
Ces 4 individus font partie d'un groupe de 8 détenus libérés le 3 juin par le procureur du Faso à Fada, Judicaël Kadeba. Ils ont immédiatement fui la zone pour, disent-ils, se mettre à l'abri dans un quartier de Ouagadougou que nous ne préciserons pas pour des raisons de sécurité. Aux environs de 13 heures, les FDS, accompagnés des volontaires, nous ont surpris dans le marché. Ils ont encerclé le marché et ils ont procédé à l'identification et à l'arrestation immédiate de tout ce qui ressemblait au peuple. C'est là qu'ils nous ont arrêtés. On était au nombre de 60. À la gendarmerie, c'était le début de leur calvaire, selon ces pères de 7 enfants. Et immédiatement, ils ont commencé à nous torturer. Ils nous battaient avec les fers, et le bois et puis des pneus. Certains étaient sur place décédés et d'autres aussi étaient inconscients. C'est là qu'ils nous ont ramassés et mis dans une cellule. Nous étions 14 dans la même cellule. C'est le matin que j'ai repris un peu conscience. J'ai remarqué que les 11 autres étaient décédés. À la gendarmerie, c'était la même situation pour Bourema Diallo, 56 ans. Nous avons été conduits à la gendarmerie où on a été de nouveau frappés. Nous étions 11 et on a été conduits dans cette cellule. On a trouvé 4 personnes déjà dans la cellule. Donc nous étions 15 dans la cellule et on a dormi là-bas. Il y a une personne décédée ici de notre cellule. Ces témoignages interviennent après une enquête la semaine dernière de la CNDH, la Commission nationale des droits humains, qui a relevé que des détenus ont affirmé avoir été torturés, battus, frappés avec divers objets sur l'ensemble de leur corps. Ces villageois avaient été arrêtés pour suspicion de terrorisme par les forces de défense et de sécurité. Tous ces anciens détenus de Tanwalbougou, aujourd'hui blanchis par la justice, ont trouvé refuge à Ouagadougou et ont peur de regagner leur localité. Aujourd'hui, j'ai peur de rentrer dans mon village, à Pentchangou, si la situation ne change pas. Parce qu'on ne peut pas continuer d'arrêter les gens tout simplement parce qu'ils sont peu. Le procureur du Faso à Fada a ouvert une enquête sur le dossier qui, dit-il, devrait être transmis au parquet militaire à Ouagadougou. Contacté l'état-major des armées et la gendarmerie nationale ont refusé de se prononcer sur un dossier qui, disent-ils, est déjà entre les mains de la justice militaire. Également contacté par VOA Afrique, le porte-parole du gouvernement, Rémi Danginou, s'est refusé à tout commentaire. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Eh bien, il est fidèle au rendez-vous comme chaque lundi. Arzouma Compaoré nous rejoint pour la rubrique Afrotech. Bonsoir Arzouma. Bonsoir Jacques et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus sur Afrotech. Eh bien, cette semaine, nous allons à la rencontre de Didier Simba. C'est un Gabonais d'origine mais qui réside à Paris. Il est également un passionné de sécurité informatique et c'est en sa compagnie que nous allons découvrir un peu plus quelques bonnes pratiques en matière de technologie, en matière de sécurité informatique. Alors, vous avez écrit un livre blanc sur les bonnes pratiques en matière de sécurité informatique. Dites-nous-en un peu plus. Effectivement, il y a un livre blanc, je l'ai publié uniquement sur mes réseaux, on me retrouve assez facilement sur LinkedIn, sur Facebook également. Le livre blanc donne, que j'ai intitulé d'ailleurs, les règles d'hygiène de base en matière de sécurité des entreprises et des particuliers au Gabon, mais à partir du moment où il traite des règles de sécurité d'hygiène informatique dans les règles d'hygiène en fait, de manière générale, ça s'adresse à tout le monde, pas seulement au Gabon. Et je reviens sur 3 notions simples, 3 comportements que nous avons tous. Donc, je reviens sur les bonnes pratiques, comment choisir un bon mot de passe, comment et pourquoi choisir un bon mot de passe et comment utiliser son mot de passe. Le deuxième point sur lequel je reviens, c'est les adresses email. Les adresses email, je fais bien la différence entre le pro et le personnel. Quand on a nos adresses de professionnels, c'est pas la peine de les utiliser pour aller sur des forums, par exemple, où des personnes peuvent avoir votre mail professionnel et donc par là pour essayer de passer par là, d'atteindre vos entreprises et en faisant bien la différence entre le pro et le perso, vous protégez votre entreprise. Le dernier point sur lequel je reviens dans le livre blanc, encore une fois que vous trouvez sur mon compte LinkedIn par exemple, revient sur les notions du smartphone ou alors
de ce qu'on appelle dans le jargon le biode. Ce sont des appareils, nos appareils personnels qu'on emmène en entreprise. Typiquement, le smartphone ou la tablette qu'on a chez nous, qu'on va emmener en entreprise pour pouvoir, et la veille, on s'était connecté chez nous, on a installé un logiciel ou alors une application qui nous rendait très bien service. Et quand on l'emmène chez nous, on se connecte au réseau de l'entreprise avec ce terminal-là qui potentiellement est infecté. Et derrière, ça peut avoir des dégâts sur notre système. En entreprise où je suis, parce que j'ai la fonction de responsable sécurité système d'information dans une entreprise, un de mes premiers projets, de mes premières missions, c'est de faire en sorte que les chefs de projet prennent la sécurité à cœur dès l'amorcement d'un projet pour ne pas après se poser des questions plus loin. Alors, qui sont les personnes les plus vulnérables en matière de cyberattaque? Qui sont les personnes exposées? C'est nous. Mais nous, à condition que nous ne soyons pas sensibilisés, que nous ne soyons pas au courant que ce genre de pratique existe et qu'on peut simplement passer par nous. À l'échelle d'une entreprise, quand je suis collaborateur d'une entreprise, si je reçois une information de ce genre, un mail de ce type, et que je clique, vous vous doutez bien, de la même manière qu'il peut surveiller mon téléphone parce qu'il a envie d'utiliser mon smartphone pour faire d'autres attaques ou alors d'exfiltrer les données, prendre mes photos ou alors prendre en otage mon téléphone, il fera la même chose dans l'entreprise. Quand vous prenez un téléphone, un nouveau téléphone ou que vous achetez un nouvel ordinateur ou que vous arrivez dans une entreprise pour la première fois, quels sont les réflexes que vous avez? La première chose que je fais, moi personnellement, c'est de m'assurer déjà que mon téléphone a la dernière mise à jour du constructeur. C'est la toute première chose. La deuxième recommandation, au-delà de la mise à jour, que je porte à la connaissance de tout le monde, c'est de penser à ne télécharger que des applications sur les stores officiels. Une application que je télécharge sur Internet, sur un site quelconque, n'est pas passée par le store officiel, les stores, Apple Store ou alors Huawei Store. C'est pas passé par le constructeur officiel et donc n'a pas l'assurance, sinon le tampon de dire c'est une application fiable, vous pouvez l'utiliser sans crainte. C'est quoi votre rêve pour l'Afrique quand il s'agit de sécurité informatique? La Smart Cities. C'est de voir un pays, des villes intelligentes comme on les entend ici, où j'ai la possibilité de commander mon taxi de mon téléphone, de commander mon repas de mon téléphone, de réserver un billet d'avion ou quoi que ce soit à partir de mon téléphone et de le faire de manière la plus aisée possible pour bénéficier de tous les services. Voilà. En tout cas, voilà qui est dit. Prenez le temps de sécuriser vos téléphones, vos ordinateurs portables, vos mots de passe. Et si vous avez besoin, le livre blanc est là. Vous pouvez aller le retrouver pour vous rafraîchir la mémoire. En tout cas, merci beaucoup Didier Simba pour ce temps. Quant à nous, on va se dire à la semaine prochaine pour encore plus de textes sur le continent et partout ailleurs dans le monde. Merci bien Arzuma Compaoré. Vous revenez donc lundi prochain. Merci. Des milliers de personnes portant des masques ont participé hier soir à plusieurs rassemblements LGBT en Israël, où le nombre de malades de l'épidémie de Covid-19 est reparti à la hausse après le déconfinement. Le nombre de participants a été limité dans chacun des rassemblements et les traditionnelles marches ont été interdites. À Tel Aviv, les participants se sont réunis sur la place Rabin pour un concert de vedettes de la musique locale, dont une ancienne gagnante de l'Eurovision, la chanteuse transgenre Dana International. Plusieurs centaines de personnes ont observé une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes de l'homophobie. Des rassemblements se sont tenus également dans les villes de Haïfa et Bir Sheva, ces événements se tenant sous le titre commun « La révolution n'est pas achevée ». La date du 28 juin avait été choisie pour marquer le 50e anniversaire de la première Gay Pride qui s'est tenue en juin 1970 à New York. À Jérusalem, la communauté homosexuelle a toutefois plus de mal à être acceptée qu'à Tel Aviv. Et voilà, point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Toute l'équipe de VOA Afrique se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. À demain, merci.